Alors, ça roule, ça roule. Bienvenue à comment travailler avec une incapacité ou un handicap, accommodement en milieu de travail et trouver la carrière dont vous rêvez. C'est la séance numéro 7 d'aujourd'hui. Avec nous pour cette séance, nous avons Jeff Sparks. Jeff a reçu un diagnostic d'amyotrophie spinale et est directeur des ressources humaines et des accommodements chez Dystrophie musculaire Canada. Bonjour, Jeff. Nous avons avec nous aussi Emily Chan, encore une fois, qui a amyotrophie spinale, travailleuse sociale, qui travaille à la réadaptation chez les enfants. Nous avons aussi Nouma Hamash. Nouma a un diagnostic d'amyotrophie spinale et travailleuse sociale et travaille ici en Ontario et coordonnatrice des services régionaux et agent de liaison. Nous avons Stéphanie Marinich-Lee. Stéphanie a amyotrophie spinale, était avocate de formation, a travaillé à la diversité dans les entreprises. Bonjour Stéphanie. Nous avons aussi Khalid qui est de nouveau avec nous. Bonjour Khalid. Khalid a eu un diagnostic de la maladie de Duchenne. Il a une maîtrise en affaires mondiales à l'Université de Toronto. Et il y a aussi un baccalauréat avec distinction en enseignement et en sciences politiques de l'Université de Toronto. Il est récemment devenu avocat. Khalid, bienvenue. Et nous avons Dale Sheehan avec nous aujourd'hui. Dale a reçu un diagnostic de troubles neuromusculaires. Dale est la designer, consultante en médias sociaux aussi, graphiste et elle est à Tier Design Incorporated, qui est son entreprise. Merci à vous de vous être joints aujourd'hui. Alors, maintenant, j'aimerais parler un peu de ce que ça veut dire de travailler avec une incapacité ou un handicap, les accommodements possibles en milieu de travail. Commençons par quelque chose de simple. Comment soulevez-vous la question de votre incapacité dans une entrevue en vue d'un emploi? Et quand est-ce que c'est le meilleur moment de révéler, de divulguer ça à ceux qui ne le savent pas et ceux qui sont intéressés à chercher de l'emploi? Peut-être qu'on pourrait commencer par Émilie. Oui, ça me fera plaisir de briser la glace. Alors, d'abord, il faut reconnaître que révéler votre incapacité n'est jamais facile et dans n'importe quel environnement, où que vous soyez. Alors, j'aimerais reconnaître ça pour commencer. Quand on parle de divulgation, c'est toujours un peu différent d'une personne à l'autre. Moi, j'aime révéler vite pendant le pré-dépistage, le processus avant la sélection ou avant l'entrevue. Et je fais ça pour quelques raisons. D'abord, parce que si c'est une entrevue en personne, je veux m'assurer que l'espace est accessible, premièrement. Alors, j'utilise un fauteuil roulant électrique. Alors, s'il n'y a pas d'ascenseur et si l'interview est au 3e étage, je n'irai tout simplement pas. Je ne me présenterai pas. Je suis désolé, je vais dire je suis désolé, je ne pourrai pas aller à l'entrevue. Donc, deuxième raison, c'est que je veux parler à quelqu'un, planter une semence dans l'esprit de la personne qui m'interviewe pour leur dire qu'on veut parler des accommodements pendant l'entrevue et on voudra probablement parler de ces accommodements pendant mon interview. C'est pour ça que je le dis à l'avance, chacun peut se sentir différemment dans tout ça et je pense qu'un des facteurs qu'on doit considérer, c'est que si votre handicap est visible ou invisible, ça dépend beaucoup. Pour moi, c'est très visible. C'est une incapacité très visible, mais ce n'est pas tout le monde, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est plus approprié pour vous si vous avez un handicap invisible? Est-ce que c'est mieux de le révéler pendant le processus d'interview ou avant pour vous assurer que vous avez les accommodements nécessaires en milieu de travail avant de commencer l'emploi ou est-ce que c'est mieux de révéler ça avant l'interview? Je ne pense pas qu'il y a une seule réponse à donner à ça. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de barrières qui peuvent arriver lorsqu'on révèle des choses, y compris la peur d'être stigmatisé, la peur que l'employeur va penser que vous ne serez pas capable de faire un beau travail, une bonne job. Et donc, je pense que c'est quelque chose dont on peut parler plus tard dans le panel. Mais c'est là certaines de mes pensées initiales sur le sujet. Oh. Vous êtes sur mute. Désolé, Jeff, allez-y, j'étais sur mute. Je t'ai vu lever la main. Vas-y, Jeff. Ensuite, on va passer à Stéphanie. OK, merci beaucoup, beaucoup, Jared. Émilie a bien soulevé le point. C'est très beau, a fait un très beau travail. Parlant d'un point de vue ressources humaines, moi, je trouve que d'un point de vue ressources humaines,
chaque fois qu'on a des raisons de partager votre handicap dès le début. C'est pourquoi on hésite, c'est que quelquefois, ça peut vous empêcher d'être engagé. Et j'ai trouvé souvent que c'est quelque chose, il y a toujours des services de diversité en place dans les entreprises. Et donc, ça vous donne peut-être un avantage concurrentiel si vous le révélez à l'avance, parce qu'il y a toujours des programmes pour l'engagement de personnes handicapées. Stéphanie, voulez-vous intervenir? Oui, vous avez levé la main. Oui, je veux vraiment répéter ce que Jeff a dit, justement, du fait que ça peut être un avantage pour vous. Surtout, moi, je travaille dans le monde corporatif, dans le monde des grandes entreprises et un peu au gouvernement. S'il y a des affichages qui indiquent que c'est ouvert à embaucher des personnes handicapées, 100 des cas, moi, je vais le révéler, même dans ma lettre d'introduction pendant le processus de demande. Ça, c'est mon point, c'est mon avantage. C'était marqué dans l'offre. Une autre chose, c'est que je comprends que c'est individuel un peu. Pour une personne, ça peut être difficile. Les gens peuvent penser que ça va être un point négatif qui va être retenu contre eux. Mais une des choses qui m'aide le plus, c'est, bon, avant de faire la demande, regardez l'employeur. Est-ce que c'est un endroit accessible? Si c'est un excellent emploi, vous l'aimez beaucoup, enquêtez un peu en ligne. Allez voir, parce que je ne suis pas sûr, mais si moi, je voyais quelque chose qui a l'air, ça ne sera pas accessible comme endroit, un petit édifice où l'espace de bureau est petit. Honnêtement, je ne ferai même pas une demande d'emploi parce que j'aimerais mieux aller dans un endroit où je sais qu'il y a au moins une possibilité de me rendre, d'avoir une accessibilité ou qu'on a considéré l'accessibilité. Merci. Dale, je voulais simplement intervenir pour dire quelque chose ici, parce que moi, je travaille de façon autonome. Je suis travailleuse autonome. Ce qui arrive, c'est que les clients me contactent et je ne sais pas ce qu'ils savent à mon sujet. Alors, là-dessus, ça, ils sont essentiellement mes employeurs, ceux qui m'appellent. Mais chaque fois, je dois révéler, redivulguer chaque fois. Et quelquefois, une personne me connaît déjà. Elle est au courant. Ils sont été référés par un ami. Quelquefois, ils me connaissent sur Instagram ou peu importe, mais souvent, on vient de leur dire que je suis très, très bonne comme designer d'intérieur, designer web. Ils n'ont aucune idée de l'aspect que j'ai un handicap. Ils ne le savent pas. Et quand on fait de la conception d'intérieur, la décoration intérieure, les gens s'inquiètent comment est-ce que je vais pouvoir faire le travail. On va y arriver plus tard, mais je sais, mais alors, pour moi, en tant que décoratrice, j'oublie de divulguer parce que je dis, bon, voilà, un autre client. Bon, c'est bien, un client. Et je me lance dans le projet et tout d'un coup, je me trouve plus tôt dans ma carrière dans une situation où je n'avais rien dit sur mon handicap assez tôt. Et là, je m'en allais au foyer et je me demandais, oh, est-ce qu'il y a des marches? Est-ce qu'ils savent que j'amène deux personnes avec moi, deux accompagnateurs? Ce sont des considérations que j'oubliais quelquefois. Plus tôt dans ma carrière, j'oubliais que je suis dans un fauteuil roulant parce que je fonce, je suis toujours très activité dans la tourmente, dans l'agitation de ma vie. Tout d'un coup, je me dis, oh, il faut que je le dise. J'ai attendu beaucoup trop tard. Maintenant, j'essaie de faire ça lors de ma première consultation. Quand ils me posent des questions, je les encourage à aller voir mon Instagram pour qu'ils comprennent mieux qui je suis. Juste pour intervenir pendant une seconde, vous avez eu surtout des expériences positives quand vous avez fait ça? Je n'ai eu que des expériences positives. Parfait. La bonne chose là-dedans, c'est que chaque fois que je dois divulguer, c'est même si on fait beaucoup de travail de façon autonome, il faut toujours répéter la même chose. OK, cette personne ne voudra pas m'embaucher, ils ne voudront pas que j'entre dans la maison, ils ne savent pas comment je vais me prendre pour faire le travail. Et ça, au contraire, ça a toujours bien été. Je suis toujours inquiète, mais je suis toujours rassuré. C'est drôle qu'il faut toujours avoir ce trac, mais il faut toujours se souvenir que ça a toujours bien été pour moi. Oui, Khalid, vas-y, tu as levé la main. Oui, Khalid. Oui. Il faut garder à l'esprit ici que c'est important de révéler votre handicap si vous devez le faire. Vous ne voulez pas aller à une entrevue de travail dans un endroit qui n'est pas accessible. Vous devez leur dire que est-ce que votre lieu de travail est accessible? Est-ce que c'est un endroit où je pourrais entrer? Vous n'êtes pas obligé de donner trop de détails, je pense, pas trop de révélations, mais chaque personne qui va faire une interview, chaque employeur est obligé pratiquement à vous accommoder. Sauf effort considérable, exagéré. Ce sont vos droits. Hein? Je pense qu'un employeur, j'espère qu'on pourra y revenir plus tard. Je pense que les personnes handicapées apportent une bonne perspective au milieu de travail. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à engager une personne avec incapacité, une personne handicapée. N'ayez pas peur, ne soyez pas gênés.
c'est ça, c'est qui vous êtes. Et si l'employeur ne veut pas réagir à ça ou à un sentiment différent, alors qu'ils aillent au diable. Ce n'est pas la personne pour laquelle vous voulez travailler, hein, dans la mesure où... Mais je dirais aussi, pensez à quel stade vous êtes dans le processus. Si vous êtes dans le processus d'interview, c'est virtuel, vous n'avez peut-être pas besoin de dire quoi que ce soit tout de suite. Passez au prochain stade, peut-être. Et là, vous allez passer à des choses plus intéressantes. Peut-être que vous allez être embauché par la compagnie. Là, vous pourrez révéler la chose et la discussion des accommodements devrait se produire je dirais, au début, quand vous commencez à travailler. Je pense que c'est très important d'établir ce dont vous avez besoin et à chaque étape, à chaque stade, il y a des façons de le faire, il y a des façons de le divulguer, mais je pense pas qu'il faille le faire chaque fois. Pensez au contexte dans lequel vous êtes, évaluez la situation si vous pensez que vous voulez le divulguer. Il y a des façons de le faire, mais ça dépend de vous. Hein. Là où je veux en venir, c'est ne soyez pas gênés, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, oh, si je le dis, ils ne vont pas m'embaucher, ils vont se sentir de telle façon. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est très important d'y aller si vous le désirez. Bonjour, je veux simplement intervenir, sauter dans l'arène parce que je remarque qu'il faut faire très attention avec la langue, la façon de langage, la façon de s'exprimer quant à l'obligation d'accommoder parce que c'est différent d'une province à l'autre. Il faut faire très attention quand on dit que l'employeur, bon, le seuil est très élevé en Ontario, d'accord. Je ne veux pas donner l'impression à tout le monde qu'une petite entreprise qui a un escalier est obligée de vous accommoder parce qu'il y a des conditions. Il faut faire attention. Cette obligation d'accommodement est nuancée. Il faut faire attention quand on utilise ce terme obligation d'accommodement. Oui, ça va, en fait. Je vis en Ontario, excusez-moi, c'est à moins de l'insister de faire un effort exagéré pour rendre un endroit accessible. Je voulais juste dire qu'ici, clairement, que le processus d'accommodement, c'est bidirectionnel. C'est une discussion bidirectionnelle. Et du côté de l'employeur et de votre côté, des deux côtés, il faut d'abord faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui est disponible et partir de là. Alors, c'est ça que j'essayais de dire ici. Bon, maintenant, pour passer maintenant au prochain sujet, je suis curieux. Peut-être Nouma ou Jeff ou Émilie, peut-être que vous voulez parler de ce sujet. Quels sont les soutiens que vous pouvez obtenir de l'extérieur de l'organisation ou des choses comme ça quand vous commencez votre recherche d'emploi ou quand vous cherchez un emploi? Oui, peut-être que je peux intervenir. Oui, allez-y, Jeff. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé avec une agence d'emploi qui était spécialisée pour les personnes handicapées. Alors, c'est comme ça que j'ai pu confirmer ce qui se passait. C'est très important de savoir, de trouver les organisations qui ont cette expertise pour vous fournir les bonnes ressources et le bon soutien, mais aussi parce qu'ils vont pouvoir dire à l'employeur qu'il soit ouvert à cette situation. Dans mon cas, c'est là où j'ai commencé pour mon premier emploi. Ils m'ont demandé si j'avais du financement du gouvernement provincial pour les obligations, des soins. Et la plupart des entreprises ont des programmes comme ceux-là. Et quand vous commencez votre carrière, à partir de là, j'ai eu mon tout premier emploi avec mon tout premier accommodement et ça a commencé avec l'employeur au Canada avec toutes sortes de combinaisons. Since I am on the direct funding program, so I can have the same attendants who come to my home, for example, go to my workplace to provide me with the support I need. In the beginning, when I started my job, there was Au début, lorsque j'ai débuté mon travail, justement, il fallait retourner au travail et alors donc, j'ai utilisé ma propre ressource et parfois, j'ai effectué des changements parce que je n'en ai pas besoin au travail maintenant. Et je repose ou je m'en tiens à un déjeuner froid sans que ce soit chaud nécessairement. Et j'avais ce processus pour vider ma vessie tel que quelqu'un a expliqué plus tôt. Alors, j'étais en mesure d'utiliser
la salle de bain ou la toilette de façon indépendante ou autonome. Et parfois, ma collègue m'aidait à mettre mon manteau à la fin de la journée ou enlever mon manteau lorsque j'arrivais le matin. Et j'étais en mesure finalement de faire ce que je devais faire de façon autonome. Et ce qui est extraordinaire au sujet de ce panel, c'est que nous sommes tous adultes vivant avec des troubles ou des déficiences physiques et nous travaillons tous à temps plein, semblerait-il. Et je suis convaincue que l'auditoire serait intéressé à entendre les avantages à embaucher quelqu'un avec un trouble neuromusculaire. Oui, je vais aborder cette question et j'aimerais aussi savoir s'il y a des ressources qui sont en transition et profiter des foires professionnelles qui sont énumérées. Et je dirais que il y a aussi une ligne d'aide. Si vous avez déjà entendu parler de cet organisme Line Connect, les gens peuvent contacter des employeurs qui recherchent des employés avec déficience physique partout à travers l'Amérique du Nord. C'est un organisme génial. Et bien entendu, on peut poser la question, pourquoi est-ce que ce serait une bonne chose d'embaucher des gens avec des déficiences physiques? C'est parce qu'il y a une diversité culturelle et une diversité dans justement cet environnement de travail, une diversité à bien des niveaux, de sorte à recruter ces gens par le biais de Line Connect ou d'autres endroits. Lorsque je travaillais justement avec TD, alors dans d'autres provinces, il y a d'autres organismes qui seraient liés à cela, à cette ressource plus globale. Alors, utilisez les ressources qui sont disponibles. Merci. Je peux ajouter quelque chose pour aussi ajouter à ce que Stéphanie a dit. J'étais à une conférence il y a quelques semaines et oui, j'ai entendu parler justement de la marche des dissous et oui, et il y a un autre organisme de Toronto. On peut obtenir du soutien et je peux mettre le site web dans le chat si les gens sont intéressés. Il s'agit d'une autre source disponible à travers la province si vous devez faire la transition. Et je crois qu'ils aident avec l'accessibilité, les accommodements. C'est une très bonne ressource à contacter. Et à la fin de la journée, les gens avec euh, les troubles physiques, justement, vont apporter une différente perspective sur les choses. Et je suis d'accord. Il faut être débrouillard. Et ça ajoute un autre angle, une autre perspective. On voit le monde différemment par le biais d'une lentille différente, des lunettes différentes. Et c'est très important d'avoir cette diversité de points de vue au sein de certains employeurs et les gens pour justement la dystrophie musculaire vont voir le monde différemment et vont percevoir leurs collègues différemment lorsqu'ils ont justement ce trouble de santé. Et ça peut parfois venir en aide. Lorsque je me réfère justement à mon travail quotidien à titre d'avocat, vivant avec un handicap, ça me donne une perspective pour aider les clients qui pourraient avoir une déficience physique semblable pour l'aider au cours du cheminement. Et puis, ça apporte une autre perspective. J'arrête, vous êtes en sourdine. Oui, désolé. Alors, Jeff et ensuite Emily. Et ensuite, nous avons une question que j'aimerais vous soumettre également. Jeff? Et vous êtes en sourdine, Jeff. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, désolé. J'éprouve des difficultés techniques ici aujourd'hui. Alors donc, oui, pour la diversité sur le marché du travail, c'est important justement. Et il y a des employés avec des déficiences physiques et
On surmonte des écueils chaque jour de notre vie. On peut apporter des solutions pour notre vie à cause de cela. Nous sommes en mesure justement de transférer cet ensemble de compétences dans notre environnement de travail et ça peut bénéficier l'employeur aussi au sujet d'augmenter la sensibilisation chez les clients. Il y a bien des organismes qui ne sont pas en mesure de reconnaître que les gens avec des déficiences physiques, leurs familles et leurs donneurs de soins ou les auxiliaires ont besoin de soutien. Et 60 de notre population canadienne est atteinte au moins d'une déficience physique. Alors, il faut que ce soit inclusif pour améliorer les avantages. Alors, je soutiens vraiment l'inclusion dans les pratiques d'embauche pour justement valoriser l'organisme ou l'entreprise. Ce serait un grand avantage. Émilie, en fait, j'allais répondre à la prochaine question que j'ai vue dans la boîte de clavardage. Absolument. Et j'allais soulever ça. C'était ma prochaine étape. Au niveau des ressources, en fait, je lisais la question sur les demandes soumises aux universités. Ah oui, allez-y. Alors, juste pour vous donner du contexte, cette personne pose comme question les conseils que les panélistes pourraient avoir lorsqu'on fait une demande auprès des universités et à songer à la carrière qu'on pourrait adopter ou choisir compte tenu qu'on ait cloué un fauteuil roulant, à savoir ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire. Et la question est très juste. La première chose que vous devez vous poser comme question, quelle est votre passion? Qu'est-ce que vous aimez faire? Comment vous voyez-vous travailler d'ici 5 ans après votre promotion? Alors, lorsque vous faites des demandes auprès des universités, alors allez-y selon vos intérêts. Parce que si vous entrez à l'université ou pour tout diplôme de deuxième cycle dans un domaine que vous n'aimez pas, alors ce ne sera pas un avantage pour quiconque. Et il y a des défis très réels lorsque vous êtes un usager de fauteuil roulant, mais je vais vous dire, il ne faut pas que ce soit le facteur qui va qui va aussi prioriser votre décision. Alors, qu'il s'agisse de conseillers postsecondaires ou votre centre de déficience physique, il y a beaucoup d'universités et de collèges qui ont des conseillers extraordinaires qui seront très consentants à travailler avec vous justement pour mettre en place les accommodements de sorte que vous puissiez accéder les études postsecondaires ainsi que le marché du travail. Tel que nous avons dit plus tôt, il faut vraiment être son propre avocat et défendeur de la cause. Selon vos besoins, les accommodements requis et oui, défendez, plaidez votre cause selon vos besoins. J'hésite à dire que vous avez des choix et des possibilités sans limite, mais en même temps, vous ne voulez pas que le fauteuil roulant soit le facteur décideur. Mais je crois qu'il y a plusieurs possibilités avec lesquelles vous pouvez travailler. Et je suis convaincue que les autres panélistes peuvent aborder les autres sources disponibles pour vous. Bien dit, Emily. Stéphanie, vous avez du bruit de fond que l'on peut entendre. Je ne sais pas si c'est une télé ou quelque chose. Un petit moment, je vous prie. Désolée. Je vais tenter de mettre cela en sourdine, mais je voulais justement toucher le point que Emily avait mentionné. Les universités pour les étudiants qui veulent aller à l'université. Oui, il s'agit de choisir ce que vous désirez, ce que vous aimez, mais la plupart des carrières où les opportunités sur le marché du travail n'ont pas un cheminement, une trajectoire très précise. Souvent, on va dire aux gens qu'ils auront 3 carrières au fil de leur vie et c'est très vrai. Et moi-même aussi, j'étais dans le domaine bancaire avant de devenir avocate. Alors, de toute façon, ce que j'essaie de dire, mon message est le suivant.
pensez à l'endroit où vous aimeriez travailler et ensuite essayez de concorder des cours dans ce domaine si vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un diplôme pour ce genre de travail que vous aimeriez faire. Dale, vous aviez la main levée. Oui, oui, oui. Je suis en train de me placer en sourdine. Je ne suis pas superbe avec la technologie. Alors donc, au point qu'on vient de soumettre et de soulever, oui, mon premier voyage vers l'université était décidé par la taille de l'école, la petite école. Je voulais décider moi-même. Il y a des choses qui fonctionnaient bien pour moi. Il y avait bien des choses à tenir compte. Je ne suis pas très forte physiquement et à ce moment-là, je n'avais pas un fauteuil roulant électrique et je ne savais pas si j'allais en avoir un avant de débuter l'université. Alors, il fallait que je me rende à l'évidence que les résidences devaient être ajustées pour moi. Et c'était le fait et ça a rendu ma vie beaucoup plus facile. Alors, ça a retiré les obstacles physiques pour m'y rendre. Et ce sont des facteurs dont j'ai tenu compte. Cependant, mon conseil pour ce que j'ai choisi quelque chose qui me clouait à un pupitre, à un bureau. J'ai dit, OK, je vais prendre un travail de bureau jusqu'à la fin de ma vie, mais il n'y avait aucun élément de créativité. Et ce que je recherchais en matière de ma passion et ce qui allait me rendre heureuse. Alors, ce que j'ai fini par faire, alors, j'ai terminé mon cours universitaire et j'ai promu et ensuite, je voulais m'en aller en design intérieur et je me suis dit, c'est impossible et parce que il faut se déplacer et maintenant, j'ai pris mon modèle d'affaires et je l'ai transformé. Je fais de design, j'écris tout en ligne et je n'ai pas besoin de me déplacer dans les foyers ou les domiciles des gens et j'ai transformé le tout pour que ça devienne possible pour moi d'évoluer dans ce domaine en design intérieur. Et je décourage les gens de décider ce qu'ils vont faire pour le reste de leur vie juste en raison de leur fauteuil roulant ou leur dispositif de mobilité, parce que la vie sera trop longue si vous choisissez quelque chose parce que c'est le seul choix que vous avez. Non, je crois que c'est un très bon conseil, c'est fantastique, oui. Et j'allais aussi ouvrir le plancher à quelques questions. Maintenant, Stéphanie, Nouma, je lis certaines des questions, mais quelles sont les ressources disponibles justement pour les accommodements sur le marché du travail en Ontario? Et y a-t-il des services de soutien d'emploi par le biais de RCI en Ontario? Je crois qu'on pourrait répondre directement oui, des ressources en ce qui touche les accommodements et l'accessibilité sur le marché du travail. Nouma, oui, il y a des services d'emploi qui sont subventionnés par le gouvernement, alors ils vont aider la personne à partir de la recherche, ce qu'ils recherchent, et préparer le curriculum vitae. Et parfois, il y a des ateliers aussi pour les aider à naviguer en raison des déficiences physiques. Alors, voici des services clients subventionnés par le gouvernement de l'Ontario qui sont disponibles. SCI en Ontario, oui. Il y a des services d'emploi et quelques agences aussi, des organismes qui vont fournir de tels services. Merci. L'autre question que nous avions, laissez-moi voir un instant. L'ordinateur ne collabore pas. Y a-t-il quelqu'un qui se spécialise dans le design, la conception d'espace pour les gens qui veulent travailler à partir de la maison et qu'on peut appliquer surtout maintenant pendant la pandémie? Est-ce que vous connaissez des entreprises qui font cela en ce moment? Je ne sais pas si c'est une question qui touche le travail à la maison ou pour un employeur à l'extérieur du foyer. Je ne suis pas tout à fait au courant. Peut-être que TO serait ou OT serait la première étape. Et ensuite, quelqu'un, un organisme, on peut mettre ça dans la boîte de clavardage. Il y a des bénévoles professionnels
qui font partie d'un organisme qui fait construire, bâtir des choses pour vous sans charger la main-d'œuvre. Et il y en a un qui est sur la possibilité de créer un design. Et il y a la marche des dissous et il y a l'autre qui est la Tetra Society. Alors, ils peuvent aussi construire, bâtir des choses. Ils vont travailler avec les gens et on va demander les besoins et ensemble, ils vont dessiner et concevoir quelque chose. Merci. Et Amira, vous avez des questions? Oui, je vois des questions qui entrent dans la boîte de clavardage en ce qui touche à la pandémie pour le travail à domicile, le télétravail, pour demander au panel quelles sont vos pensées pour ce qui est des accommodements et qui étaient présentes ou effectuées pour les gens qui travaillaient à partir du domicile. Et ensuite, justement, lorsqu'on a fait des demandes qui n'ont pas été répondues, qu'en est-il pour le travail à distance pour les personnes avec déficience physique maintenant? Je vais répondre si personne ne veut répondre. Je crois que si la personne aime travailler à partir du domicile, moi, je crois que c'est génial. C'est fabuleux. J'étais très fortunée dans mes environnements de travail d'avoir cette souplesse, de ne pas avoir à rentrer quotidiennement. Et j'ai écouté tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui veut travailler à partir de la maison. Il y en a qui aiment l'interaction qu'elles reçoivent ou qu'ils reçoivent au bureau. Alors, si c'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire et ça vous intéresse, allez-y. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je dirais, et de mon expérience personnelle, pour pratiquer la loi, il faut être stagiaire et ça dure 10 mois. Et compte tenu de la pandémie, ensuite, c'était réduit à 9 mois. Et ensuite, pour le déplacement, je peux vous dire de prime abord qu'il j'aurais pu faire davantage si ça aurait été difficile pour moi de retourner au travail et d'accéder aux dossiers rapidement et de faire tout le travail à partir de la maison et rentrer au bureau peut-être 1 ou 2 fois semaine pour obtenir certains documents dont j'avais besoin. Mais je peux vous dire que ça réduisait justement la fatigue de ne pas avoir à rentrer au bureau et le transport. C'était un grand avantage pour moi de travailler à partir de la maison et ça m'a permis aussi de facilement gérer mes auxiliaires. Et ça dépend de la personne, ça dépend de vous. En ère de pandémie, ça dépend de votre niveau de risque et quel est le niveau de risque que vous êtes consentant à surmonter. Mais il y a beaucoup d'avantages si vous êtes en mesure de faire le télétravail. Et lorsqu'on parle de soins et de recevoir les soins, justement, au moins 1 ou 2 fois semaine, on est exposé à ça, mais on peut surmonter les difficultés. Et oui, parfois, c'est un peu, on se sent seul de travailler à partir de la maison 24 heures par jour. Mais il y a des façons de surmonter cette embûche. Alors, gardez ça en tête. Et je crois que la chose importante à savoir est de rester sécuritaire et de ne pas tomber malade. Et Jeff, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, oui, c'est vrai. Il s'agit d'une préférence personnelle. Moi, je suis très fortunée. Je suis une de ces personnes qui travaillent à partir du domicile et je fais ça depuis 15 ans. Mais au cours de la pandémie et pendant mon travail, j'ai constaté que le monde a travaillé à distance et c'est très important de transformer le domicile en bureau, mais il y en a qui ont besoin de cette interaction quotidiennement avec les gens. Alors, si je peux vous donner un conseil, lorsque vous faites la décision, vous prenez la décision de travailler à partir du domicile, comment maintenir
cette santé mentale et de quoi avez-vous besoin justement pour rester en santé? Emily? Oui, c'est une préférence personnelle. Moi, j'ai le privilège de travailler à partir du domicile une fois semaine et il y a des avantages, des désavantages aux deux approches. Certains des avantages, c'est qu'on n'a pas besoin justement d'assumer les problèmes du transport. Alors, lorsqu'on est à la maison, on peut justement se connecter à 8h59 pour une réunion à 9h. C'est génial. Mais le désavantage, c'est l'isolement. Oui, et le manque d'interaction sociale. Et aussi en santé mentale, il peut y avoir un déclin. Alors, je crois que c'est important de peser le pour et le contre et de voir ce qui travaille le mieux pour vous. Si c'est un modèle hybride, alors je dirais, bien, ajustez-vous ou expliquez vos raisons pour lesquelles vous voulez en partie travailler à partir du domicile. Mais maintenant, je pense que vous aurez beaucoup plus de poids à vous défendre en raison de la pandémie et le télétravail. Et oui, les avantages pour le modèle hybride, travailler à partir de la maison, vous pouvez mentionner vos besoins et ça dépend des ressources euh, dont vous avez besoin et si vous pouvez y recourir. Par exemple, pour les soins d'auxiliaire, alors ça aussi, ça va avoir une incidence si vous rentrez au travail, si vous devez justement vous déplacer. Emily, je crois qu'il y a quelques questions qui sont dans la boîte de clavardage. Oui, il y a une appréciation de la part des parents, les jeunes adultes ici, qui apprécient vraiment le fait qu'on regarde aussi la large portée des carrières de disponibles et qu'il s'agisse d'avocats, de designers graphiques, designers intérieurs. Alors, les gens apprécient la diversité des carrières et des professions ici. Et ensuite, qu'en est-il pour la retraite? Est-ce qu'elle doit être anticipée en raison du trouble neuromusculaire et comment gérer une retraite anticipée également? Je ne suis pas certaine. Peut-être si vous pouviez élaborer. Je ne suis pas certaine ce qu'il tente de nous poser comme question. Alors, j'ai cessé de travailler. Ma déficience physique était rendue à un point où ce n'était plus faisable. J'ai 62, je pensais que j'allais travailler jusqu'à 65 ans, mais c'est le choix de la personne. Ça dépend si le corps fonctionne et suit, et ça touche aussi la gestion de la vie d'une personne. Exactement, en ce qui touche justement le trouble neuromusculaire et ce concept et comment on le définit jusqu'au moment de la retraite. Et je crois que ce qui est très important pour que les gens comprennent ce qui se passe là. Il y a bien des endroits justement qui ont accès à des programmes pour handicapés et on pourrait y recourir, mais tous les programmes sont différents. Et est-ce que nous avons besoin à titre de personnes? Ça dépend du niveau d'énergie, ça dépend de la carrière, mais il, on n'est pas en planification de retraite. Mais on pourrait avoir un certain curriculum ou peut-être qu'on pourrait adopter des stratégies d'investissement et aussi cibler des programmes d'invalidité pour voir ce qui nous est accessible et disponible. Merci, Jeff. Il nous reste 5 minutes ou 4 minutes. Une autre question pour trouver une carrière. Pour les gens qui voient ça pour la première fois, pour chercher une carrière, une profession avec ce trouble physique, si ça fait longtemps que vous cherchez pour un emploi, et moi j'ai cherché longtemps pour ma part. Alors, j'aimerais vous entendre, Nouma, Emily. Je peux commencer et Nouma, vous pouvez
ajouter à ce que je vais dire. Alors, le réseautage est très, très important. Bon nombre d'emplois ne seront possiblement pas affichés à l'externe. Alors, souvent, c'est selon qui vous connaissez. Et il y a LinkedIn, il y a plein de sites web. Vous pouvez bâtir votre réseau Instagram pour communiquer avec bien des gens et aussi des modèles de rôle qui pourraient vous intéresser. Et oui, il y en a qui vont dire, je suis très intéressé à en connaître davantage au sujet de ce que vous faites. Est-ce que vous avez le temps pour un café ou une jasette? Et ça peut être en ligne, ça peut être virtuel, face à face, mais je dirais aussi que justement, il y a des sites web d'emploi pour la recherche d'emploi, Indeed et Glassdoor et Jobboom. Et il y a aussi des endroits où on peut obtenir des alertes lorsqu'un nouveau poste est affiché. Alors, profitez de ces ressources qui vous sont disponibles en ligne et le réseautage serait mon premier conseil. Réseauter avec des gens qui ont des déficiences physiques et des gens qui sont en recherche d'emploi aussi. Ce sont mes pensées. Je vais tout simplement ajouter que c'est un aperçu fabuleux et trouver un emploi est un emploi à temps complet. Il est très difficile de chercher de façon récréative. Je me rappelle être sur divers sites web. D'accord, le gouvernement va afficher tous les vendredis. Je ne suis pas certaine s'ils le font toujours, mais pour que ça soit partie intégrante de votre journée et chercher un emploi par jour, un site web par jour pour démarrer le tout, pour partir le bal. Et c'est aussi comme ceci qu'on peut trouver diverses carrières ou professions. Et si j'étais employée à faire quelque chose, j'aimerais aussi savoir s'il y a autre chose qui existe pour moi et aussi avant même de pénétrer le marché du travail pendant vos années à l'université, vérifiez quelles sont les professions, les carrières et celles qui sont tendances, etc. Merci. Alors donc, à titre de designer graphique, je voulais devenir enseignant au secondaire et ça n'a pas fonctionné. J'ai finalement trouvé un travail dans une imprimerie un été que j'adorais. Une chose a mené à une autre et je suis restée là et j'ai réalisé qu'il s'agissait aussi d'un emploi qui était raisonnablement ouvert à des accommodements pour moi et je pouvais travailler à partir de partout, de la plage, de la neige, sur un avion. Alors, c'est bien de pouvoir cela. Alors, pas tout le monde a ce luxe de faire cela, mais je suis très reconnaissant d'avoir été assez chanceux. Il nous reste 1 minute, alors je vais passer à Jeff rapidement et ensuite, ce serait tout. Merci, Jared. Souvent, il y a des gens qui ont peur. C'est absolument une exploration à faire. J'ai été très chanceux aussi. Dès que j'étais en 8e année, j'ai eu des ressources qui m'ont aidé à étudier. Et ça, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'augmenter et d'aller vers ma carrière et les aspirations que j'avais. Il y a des temps qui peuvent faire ça. J'ai été vraiment favorisé. Et l'autre chose qu'on doit considérer, c'est que maintenant, mes intérêts sont devenus différents. J'ai fait un beaucoup meilleur travail. Alors, j'ai dû choisir mes options très tôt d'un point de vue perspective de carrière. Et là, j'ai fait une exploration de carrière très tôt dans ma vie. Des emplois d'été, c'est très important. Plusieurs personnes handicapées ne participent pas aux possibilités d'emploi d'été parce que vous avez un handicap. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Commencer une carrière quand vous êtes 16 ans, explorer des opportunités d'emploi pour les emplois d'été, c'est très important. Et on a des capacités malgré notre handicap. Merci, Jeff. Et merci à vous tous d'avoir fait partie de cette discussion aujourd'hui. Il nous reste un dernier panel, je crois, puis
notre conférencier principal à la fin. Ça a été une excellente journée jusqu'à présent. Alors, je crois que je vais passer la parole à Tori maintenant. Victoria, à vous la parole. Allez-y.